tout ce que nous faisons, notre manière de penser, notre manière d'agir, de nous exprimer, a des incidences sur nous-mêmes et sur les autres. C'est très important d'en avoir conscience et de se dire comment est-ce que je peux faire pour participer à un monde meilleur. C'est un enrichissement permanent. Vous apprenez tout le temps et vous apprenez à être de plus en plus habile, à être de plus en plus approprié, et vous avez une intelligence absolument incroyable qui vous est donnée. Grâce à la méditation, vous pouvez accéder à cette intelligence. On l'appelle d'ailleurs la sagesse. Et si vous arrivez à amener ça dans votre vie, mais ça change tout. Merci infiniment, merci d'être là. Je voudrais introduire d'abord pour aussi pour vous remercier pour vos dons, parce que vous n'imaginez pas comme ça nous aide, c'est une aide considérable. Vous avez pu, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez sauvé une entreprise, vous avez aidé on a fait l'action qu'on a fait aussi à Madagascar, toute cette aide, en fait, tout cet argent, on le réutilise vraiment pour aider des situations, pour aider d'autres associations. On a aidé aussi une association à la Guadeloupe, d'ailleurs, qui vous remercie énormément pour vos dons, pour l'aide que ça leur a apporté. Évidemment, tous les gens de Madagascar, comme j'avais dit, les gens ne réalisent pas, mais Madagascar, un enseignant gagne 1 euro par jour, c'est absolument incroyable. Donc quand on peut donner comme ça un petit coup de main à nos frères et sœurs, justement, qui ont besoin d'aide, et je pense aussi aux associations qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à donner, parce que toutes ces associations, elles n'existent que grâce à vos dons, et sans ces dons, c'est très difficile pour elles. Et moi, je suis vraiment le premier à donner autant que je peux, parce que je crois voilà, c'est la solidarité, et c'est grâce quand je vois tout ce qu'ils font pour nous aider. Je pense à nos amis de L214 qui aident des animaux, je pense à PETA, je pense à plein de mouvements comme ça, des associations qui aident des enfants. Enfin bon, bref, pour moi, c'est quelque chose qui est ça entre dans mes valeurs, c'est quelque chose de vraiment très important, le fait de donner, d'avoir cette générosité de cœur. En tout cas, je vous remercie pour tous vos dons qu'on a régulièrement et qui nous sont d'une aide vraiment considérable. Voilà, je voulais sur ce petit élan, sur cette notion de générosité, commencer à introduire cette méditation collective. Et puis, vous nous faites exister. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous que Planète Altruiste est là. C'est grâce à vous que Ressources et Actualisation est là, existe, parce que vous le faites exister par vos souhaits, par vos attentes, par vos désirs, par vos aspirations surtout. Vos aspirations à une vie meilleure, à une vie plus authentique. Et je pense que c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Je réalise à quel point... c'est vrai que la première demande des gens, c'est comment est-ce que je peux me libérer de ma souffrance, et puis et connaître le bonheur. Mais on réalise, comme on est tous interdépendants, tout ce qu'on fait pour nous, c'est quelque chose qu'on va faire pour les autres aussi. Parce que, comme je me plais à le dire, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et je trouve que c'est vraiment fantastique, parce que de voir que en faisant rayonner ce que vous réalisez autour de vous, en le partageant par votre attitude, par vos comportements, par vos paroles, par vos gestes, par vos actions aussi, eh bien vous participez à améliorer le monde. Alors peut-être qu'en surface, ça se voit pas trop, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de choses. L'humanité est en train est dans une phase de croissance. Alors il y a des aspects qui peuvent paraître très sombres, très inquiétants, mais ça dépend comment on regarde les choses, comme disait Dalai Lama quand il avait pris l'œuf, qui disait si je mets l'œuf tout près du visage, je vois plus que l'œuf, mais si je mets l'œuf au bout de la main, je vois tout le reste. Et bien c'est un peu pareil aussi. Parfois on ne regarde que les choses négatives, et on voit pas tout le reste aussi, tout ce qui est fait. Il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui œuvrent pour le bien de l'humanité, et je trouve que ça redonne envie d'avancer dans l'existence, et nous, on essaie de se maintenir dans nos motivations. Enfin, c'est même pas qu'on essaie, on se maintient dans nos motivations tous les jours. Le matin, quand je me lève, ma première aspiration, c'est comment est-ce que je peux être bénéfique à autrui, tout ce que je peux améliorer dans mon existence, et qui fera que je peux participer à améliorer le monde dans l'existence. Nathalie me partageait quelque chose il y a pas très longtemps.
il me parlait d'un peuple. Vous savez, chaque fois qu'il transmettait quelque chose, il pense toujours aux 7 générations à venir, tous les bénéfices et tout ce que ça va apporter aux 7 générations à venir. C'est-à-dire, ils ont cette notion d'une vision à long terme. Et c'est exactement pareil. Chez les bouddhistes aussi, c'est pareil. Ils ont cette vision à long terme. C'est-à-dire que ce que je sème, c'est pas ce que je vais récolter tout de suite forcément dans ma propre vie, mais c'est tout l'impact que ça va avoir aussi dans l'avenir. Parce que nous, on a cette vision à court terme dans notre culture, c'est on veut une satisfaction tout de suite, immédiate. C'est du moment que je suis satisfait, peu importe les conséquences que ça peut avoir. Mais regardez la situation dans laquelle ça nous met aujourd'hui, c'est que tout le monde veut avoir satisfaction, et on a pollué la planète, on a engendré des destructions terribles. Là, il n'y a pas très longtemps encore un rapport qui nous dit que l'acidité des mers est en train d'augmenter, comme sa température. Il y a des zones qui sont devenues complètement inhabitables, tellement il fait chaud, et ça, c'est notre œuvre. C'est pour avoir voulu simplement satisfaire nos désirs. Aujourd'hui, une grande source de pollution, c'est l'IA, parce que ça, on utilise l'eau de la mer pour refroidir les datas. Ça coûte très très cher. Ce sont des millions de tonnes d'eau, et ça participe à la pollution. Alors tout le monde crie ouais, c'est génial l'IA, etc. Sauf que rien n'est gratuit sur ce plan-là, et on est comme des gamins. On a fait une découverte, mais on ne se soucie pas trop des incidences que ça peut avoir. Alors qu'on l'utilise modérément, avec parcimonie, quand c'est vraiment nécessaire. Mais aujourd'hui, on en a fait tout un business qui coûte très très cher à la planète, et qui forcément, à un moment ou à un autre, va nous revenir. Ça, c'est la loi de l'interdépendance. C'est tout ce que vous semez, à un moment, vous finissez par le récolter, que vous le vouliez ou non. Et c'est important vraiment d'avoir cette vision à long terme. Et quand vous méditez, c'est d'avoir toujours à l'esprit, c'est de toujours regarder ce que vous semez dans votre vie, et qui tôt ou tard finit par revenir sous une forme ou sous une autre, et que vous participez au bien de l'humanité aussi. Et imaginez si tout le monde se mettait à penser de cette manière, on aurait vraiment un monde bien bien meilleur. Mais le problème, c'est l'ego. C'est l'ego, c'est moi. C'est du moment que moi je suis satisfait, du moment que moi j'obtiens ce que je veux, le reste, je m'en fiche. C'est comme la personne qui jette négligemment sa cigarette dans la nature, en se souciant peu des conséquences que ça peut avoir. Sauf qu'elle n'est pas la seule à fumer. C'est des milliards de personnes, 3 milliards de personnes dans le monde qui fument, qui jettent leurs mégots de cigarettes. Vous imaginez les milliards de mégots de cigarettes que ça représente. Et on sait qu'un seul mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. Donc vous imaginez, c'est rien que ça. Et tous nos modes de fonctionnement sont un peu comme ça. C'est-à-dire que peu importe, moi j'ai satisfaction, ça va. Je fume ma cigarette, je me sens mieux, je suis détendu, et puis je me fiche après de ce qui va devenir. Et on n'a pas ce mode de pensée de se rendre compte qu'on participe par nos choix, par nos attitudes, au bien des autres, au bien de la planète, et à un moment ou un autre, qu'on le veuille ou non, ça nous revient. Si la planète est polluée, elle est très très polluée aujourd'hui. Et comme disait Aurélien Barraud, non seulement on va dans le mur, mais en plus on accélère. Et là, avec l'IA, je ne reparler que de l'IA, là on donne un grand coup d'accélérateur sur la pollution générale. Et c'est pas la seule, bien sûr, je pourrais en citer plein d'autres. Et j'espère que l'humanité va se réveiller avant qu'on aille dans le mur, mais je pense qu'on va aller dans le mur. On va aller dans le mur, je pense qu'il faut s'y préparer, et il faut se préparer après ce qui va se passer, parce que aujourd'hui c'est vraiment gravissime ce qui se passe. Et je vous dis ça parce que, vous voyez, je pourrais faire comme beaucoup de coachs aujourd'hui sur Internet qui font du business et qui s'occupent juste, eux, de ce qui rentre dans les caisses. Moi, c'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est le bien d'autrui, c'est le bien de la planète, c'est le bien des animaux, c'est le bien de tous. Et s'il y avait un peu plus cet état d'esprit dans ceux qui transmettent, qui ont une motivation de transmettre, et pas juste se dire « Ah, bah c'est bien, j'ai plein de clients, donc du coup, mon portefeuille se remplit bien. » Et en se disant « Mais il y a beaucoup d'autres
il y a bien autre chose à apporter à l'humanité. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que je me sens concerné par le sort de l'humanité. Je me sens concerné par le sort de la planète. Je me sens concerné par le sort des animaux sur la planète. Et je me dis, si à mon niveau, je peux faire quelque chose, et je peux amener dans votre esprit un petit peu de lumière qui vous fait dire, mais oui, je peux pas juste penser à moi quand je mange mon steak que j'ai avalé pendant en moins de 10 minutes, alors qu'un animal a été enfermé en cage pendant toute sa vie, n'a jamais vu la lumière, été comprimé avec d'autres animaux, et puis a été... faut parler d'assassinat, il n'y a pas d'autre terme quand ils arrivent à l'abattoir. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens et l'intelligence de faire autrement? Est-ce qu'on est obligé de faire souffrir à ce point? On se dit un peuple, on se dit des êtres intelligents. Ben, il serait peut-être temps de le prouver. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis vegan. Je suis en excellente santé. Je suis en meilleure santé que quand j'étais jeune, à une époque où je mangeais encore de la viande. Alors je me dis, c'est quand même fantastique. Aujourd'hui, je ne fais souffrir aucun animal. Je trouve ça merveilleux. Je vous dis pas ça pour vous culpabiliser, parce qu'il y a encore une personne qui va m'envoyer, ouais, mais vous voulez que les gens deviennent véganes. C'est pas du tout ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est de réfléchir, c'est de méditer, c'est d'éveiller votre intelligence, d'éveiller votre sagesse, et de vous demander, est-ce que dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a que je peux faire différemment pour réduire la souffrance, pas seulement des animaux, mais des êtres humains, de la planète, si je peux moins polluer, par exemple vos choix vestimentaires. Ce sont des vêtements en lin éthiques, parce que et je les garde très longtemps en plus, donc j'ai pas besoin de renouveler sans arrêt ma garde-robe. J'ai 2 paires de chaussures, une pour aller dehors, une pour aller dedans. C'est pas compliqué, puis des bottes évidemment pour aller dans mon potager. Donc oui, j'ai une vie très très simple, parce que j'ai pas besoin de plus. Le bonheur, je ne crois pas qu'en ayant des millions de mains ou en ayant des milliards de mains, je serai beaucoup plus heureux que je ne le suis maintenant. C'est juste, l'argent c'est juste un moyen qui est à mon service. Si demain j'ai des millions, croyez-moi, il y en a une bonne partie qui va partir dans les associations, et le reste dans des projets humanitaires, parce que pour moi-même, j'ai vraiment très peu de besoins. C'est pas indispensable. Donc, c'est important d'avoir cette réflexion quand on est méditant, parce que souvent on a tendance à ne regarder juste que son nombril, de regarder son souffle tous les jours, c'est très bien, mais si ça veille pas un peu plus notre esprit, en disant, c'est quand même Bouddha qui l'a dit, si ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, ce que vous vivrez demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Il a parlé évidemment de l'interdépendance entre les phénomènes, c'était pour nous rendre attentifs à se rendre compte que tout ce que nous faisons, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de nous exprimer a des incidences sur nous-mêmes et sur les autres. Et donc c'est très important d'en avoir conscience et de se dire, comment est-ce que je peux faire pour participer à un monde meilleur. Il ne s'agit pas d'être vertueux, juste pour se dire, moi je fais des belles choses, je fais des bonnes choses, c'est parce que ça c'est encore l'ego qui dit, vous avez vu, moi je suis quelqu'un de bien, et parce que je fais des bonnes choses. C'est plutôt de se dire, voilà, aujourd'hui, même si personne ne le sait, j'ai planté une graine, et cette graine, elle va être profitable maintenant, mais aussi et surtout dans l'avenir, elle va être toujours profitable. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Je vous parlais de mes bottes parce que j'adore jardiner. J'ai un potager. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la nature, c'est qu'avec la nature, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas forcer vous pouvez pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite. Si elle ne pousse pas, c'est qu'elle n'a peut-être pas les bonnes conditions. Vous l'avez peut-être pas plantée au bon endroit. Elle n'a peut-être pas les nutriments qu'il lui faut. Vous l'avez peut-être pas mis, parce que vous savez, il y a des interactions entre les plantes, c'est très intéressant. Si vous mettez certaines plantes, ça va ralentir la croissance de la plante qui est à côté. Au contraire, vous pouvez favoriser la croissance de certaines plantes selon les associations que vous faites. Je trouve ça passionnant, parce que c'est tout ce jeu de l'interdépendance. Et si on comprend ça même pour soi-même, vous voyez, il y a des écoles partout. L'école de la nature, l'école de la vie, l'école des autres aussi. Si vous savez tendre l'oreille, si vous savez ouvrir les yeux, et savoir se taire aussi souvent, et de prendre le temps d'observer, de regarder tout ça, c'est un enrichissement permanent. Vous apprenez tout le temps. Et vous apprenez à être de plus en plus habile, à être de plus en plus approprié, c'est-à-dire de savoir agir comme il convient lorsque c'est nécessaire.
Et vous avez une intelligence absolument incroyable qui vous est donnée. Mais grâce à la méditation, vous pouvez accéder à cette intelligence qu'on appelle d'ailleurs la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence transcendée. Je ne parle pas de l'intelligence, pardonnez-moi Elon Musk, d'Elon Musk, je ne parle pas de ces génies qui sont capables effectivement de créer des choses. Malheureusement, souvent très égoïstement, sans idée de partage. Mais je ne parle pas de l'intelligence de l'intellect. Alors, on parle de l'intelligence de cœur, c'est un peu... je suis toujours un petit peu gêné avec ça, parce que c'est... comme disait une scientifique, le cœur, c'est juste un muscle. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond qui est lié à la nature de notre esprit et qui nous permet de voir, de sentir au fond de nous si ce que l'on fait convient ou pas, si c'est approprié, si c'est adapté. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment de cultiver cette saine intention tous les jours pour soi-même, se dire comment est-ce que je peux être bénéfique à autrui lorsque je médite. Et évidemment, vous allez commencer d'abord par vous-même, parce qu'en prenant soin de vous, vous pouvez prendre soin des autres. Et donc, ça ne sert à rien de se mépriser, ça ne sert à rien de se manquer de respect, parce que je vois trop souvent, et dans les stages, quand les gens viennent en stage, je vois trop souvent des personnes, ou des thérapeutes, ou des médecins, ou des infirmières, qui se sont sacrifiés pour les autres, au point d'en perdre la santé, au point d'en perdre leur équilibre psychologique. Ça, c'est pas une bonne façon d'aider, parce que vous devez vous respecter. La vie que vous incarnez est aussi précieuse que la vie des autres, que la vie de ceux pour qui vous vous donnez. Donc, vous devez avoir une marge pour vous-même, d'être capable vraiment de prendre soin de vous, de savoir vous reposer, de savoir prendre du temps pour vous, de prendre le temps de méditer chaque jour, d'avoir ce moment pour vous-même, pour être vraiment avec vous, et ensuite pour pouvoir être avec les autres. Et vous voyez, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe, parce que plus on pratique, plus on avance dans la pratique. C'est comme si quelque chose d'autre prenait le relais. C'est plus notre ego qui décide. C'est plus notre ego qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a quelque chose qui émane de vous. C'est comme si parce que vous cessez de contrôler, vous cessez de vouloir tout maîtriser, et que vous commencez vraiment à faire confiance à la vie en vous, à cette sagesse innée. Et vous êtes emmené là où vous devez vraiment être, et c'est extraordinaire de découvrir parfois cette justesse, comment ça se passe, et c'est assez fantastique. Et là, vous lâchez votre contrôle, vous faites vraiment confiance en la vie que vous incarnez, qu'il y a quelque chose qui émane. C'était, comme disait un sage indien qui disait... action égale inaction. C'est-à-dire que lorsque le mental cesse d'être actif, l'action peut s'élever, mais elle vient de vous, du plus profond de votre être. Et ça, c'est vraiment tout à fait autre chose. Et ça vous donne une vie autrement plus harmonieuse. Vous sentez qu'il y a une forme de... Vous êtes animé par une forme de justesse dans presque tout ce que vous faites, d'ailleurs. Vous faites la cuisine, vous faites les choses s'assemblent presque... C'est pas qu'elles s'assemblent toutes seules, parce qu'évidemment, c'est avec vos mains, mais il y a une espèce de symphonie. Et je vois dans les stages, il y a quelque chose parfois de magique qui se passe dans les cuisines, parce que comme les gens sont en silence et qu'ils pratiquent la méditation tous les jours on médite, et il y a une espèce de symphonie qui est assez extraordinaire, qui s'installe dans les cuisines. C'est très fluide. Alors, quand on a affaire à des personnes qui sont vraiment très mentales, qui veulent tout contrôler, qui ont peur de se tromper, etc., c'est un petit peu plus difficile. Mais quand il y a des personnes qui sont vraiment ouvertes, qui sont vraiment dans cet état de méditation, et Nathalie a cette habileté d'amener les gens à dire allez, on parle le moins possible, juste pour l'essentiel, mais surtout, on se rend disponible. Et c'est extraordinaire ce qui se passe dans les stages, cette espèce d'harmonie qui se produit. Et quand les gens savent
faire taire leur mental, parce qu'on les invite au silence. Bon, il y a des personnes qui sont des indécrottables, qu'est-ce que vous voulez? La nature est ainsi faite. Mais je vois dans des stages, notamment des stages de personnes qui suivent nos cours, ou alors qui sont déjà venus en stage, il y a une harmonie presque parfaite, tout s'emboîte tout seul. Et là, on sent qu'il y a vraiment tout à fait autre chose qui nous guide. Et si vous arrivez à amener ça dans votre vie, mais ça change tout. Plutôt que vous vous inquiétez, même si vous rencontrez des conditions adverses, même si vous rencontrez des difficultés, des choses terribles, même si, par exemple, voilà, il y a une catastrophe qui arrive dans votre existence, mais vous prenez le temps de vous poser. Je sais qu'à ce moment-là, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions, ça brasse beaucoup, c'est d'attendre que cette tempête des émotions s'apaise, se calme, mais lorsque vous arrivez à voir ça et à vous laisser traverser, au-delà des nuages, c'est presque comme si ces émotions vous amènent au-dessus des nuages, en fait. Et là, vous voyez autre chose, et vous voyez plein de perspectives. Finalement, quelque chose vient de s'effondrer, mais vous ouvre à d'autres possibilités, à d'autres que vous n'auriez peut-être pas envisagées. C'est pour ça que les bouddhistes disent qu'il y a deux grandes motivations dans la vie. La première, c'est la souffrance, parce que c'est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir de la tête hors de l'eau. Regardez, chaque fois que vous avez été confronté à des moments difficiles, même l'humanité tout entière, chaque fois les périodes de crise qui nous font avancer, qui nous font évoluer, si tant est qu'on peut parler d'évolution, parce que l'évolution, c'est un terme tout à fait relatif, mais néanmoins, vous pouvez voir dans votre vie, chaque fois, eh bien, ça vous amène à sortir de votre vision étriquée. Ou alors, si vous êtes dans le refus, eh bien vous repliez sur vous-même, vous rétrécissez, vous rapetissez, et vous perdez cette conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez réaliser. Mais le méditant a la chance, justement grâce à la pratique, d'avoir cette attitude de rester, de se dire, eh bien effectivement, tout ça, tout en train de s'effondrer, c'est douloureux, c'est difficile, c'est un moment pénible, mais grâce à tous ces outils, eh bien vous êtes capable de traverser ça, de rester là. Et je vois tellement, et je reparle encore une fois des stages, je suis désolé, mais parce qu'on a des personnes qui viennent nous témoigner ou faire des témoignages de ce qu'ils ont pu traverser. Ils ont vraiment des traversées du désert, parfois vraiment terribles, mais ils nous disent, mais grâce à la méditation, j'ai pu rester là et pas me laisser impressionner par ce qui m'arrivait. Et je suis une nouvelle personne. Il y a quelque chose qui est mort, qui s'est éteint en elle pour permettre autre chose de renaître. Et je trouve ça vraiment fantastique. Elles savent maintenant, une fois qu'elles ont cette conscience claire, qu'elles sont capables de... il y a quelque chose en elles qui lui, n'a pas été affecté. Eh bien, à partir de là, il y a quelque chose en eux qui fait qu'elles savent que quoi qu'elles traverseront dans l'avenir, eh bien, il y a cette part en elle qui ne sera jamais affectée. D'ailleurs, dans le bouddhisme, on dit que les pensées et les émotions sont comme les reflets dans le miroir. Le miroir n'est jamais affecté par les reflets. Eh bien, c'est pareil, quand on a cette conscience claire de ce que nous sommes, de notre vraie nature, eh bien, les pensées et les émotions ne nous affectent plus du tout. Et on est capable de les voir avec ce détachement et d'être capable de les traverser, de plus se laisser charrier de la même façon. C'est Matthieu Ricard qui disait lui-même, sans la méditation, c'est comme quand vous prenez... vous vivez un moment difficile, c'est comme si vous sautiez du 4e étage. Avec la méditation, c'est comme si vous sautez du rez-de-chaussée. Vous vivez la même chose, mais ça n'a plus la même intensité. Donc c'est grâce vraiment à la pratique. Donc, ce que je répète tout le temps, mais pratiquer. Quand je dis pratiquer, c'est pas seulement juste s'asseoir, c'est prendre le temps de la réflexion aussi, prendre le temps d'approfondir. Je sais que la majorité d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous suivez le programme de la science de l'éveil et du bonheur. Et surtout, ne le prenez pas à la légère, prenez le temps d'approfondir encore et encore et encore, de réécouter encore, jusqu'à ce que vous en ayez
une compréhension vraiment très claire, très nette, et d'avancer. Croyez-moi, moi-même, j'approfondis encore aujourd'hui, tout le temps. C'est quelque chose qu'on n'arrête jamais, parce que chaque fois, ce sont des subtilités qui peuvent faire vraiment toute la différence. Un angle de vue qui nous avait échappé sur le moment, et le fait de reprendre de la distance permet d'avoir une autre perspective et de se dire, tiens, on peut faire tout à fait différemment dans cette situation. Donc vraiment, mettez en application. Je crois que le problème de la plupart des gens, c'est qu'aujourd'hui, ils savent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de formateurs aujourd'hui, beaucoup de propositions, et je me rends compte à quel point les gens se dispersent beaucoup. On est dans un mode de consommation, j'en parle souvent, mais il y a un vrai mode de consommation avec la méditation. On passe de coach en coach, comment dire, de guide en guide, et sans jamais vraiment approfondir. Alors que les gens ont toutes les clés, mais comme ils n'approfondissent pas, ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Donc ils vont voir ailleurs, ils essaient encore autre chose, et puis ils n'arrêtent pas, au lieu d'approfondir. C'est ce que m'avait dit un sage un jour, un Tibétain que j'avais rencontré. Il disait, le problème des gens, c'est qu'ils n'approfondissent pas. Donc il dit aujourd'hui, avant, il expliquait au Tibet, il y avait que le bouddhisme, on enseignait, il dit aujourd'hui, maintenant les gens ils vont partout, il dit, je vois en Occident, les gens ils papillonnent partout, ils font plein de choses, ils vont dans tous les sens, et après ça crée beaucoup de confusion, parce qu'un tel dit une chose, un tel en dit une autre, etc. Puis à la fin, on ne sait plus trop où on en est. Et puis surtout, aujourd'hui, je crois qu'il y a un vrai danger, on se rend compte, c'est que je crois que les gens perdent un peu leur sens critique. Et ils sont prêts à croire vraiment n'importe quoi. Je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur une vidéo. J'écoutais cette personne qui avait des millions de vues. Je me dis, mais comment est-ce que les gens peuvent croire une chose pareille, ce qu'elle racontait? Je me disais, mais c'est éberluant. C'est quelque chose qui était complètement invérifiable. C'était ses propres élucubrations philosophiques. Elle avançait des choses comme ça que personne ne pouvait de toute façon vérifier. Mais les gens applaudissaient. Je trouvais ça... applaudissaient, ils likaient, mais ils commentaient, ils trouvaient ça fantastique, etc. Mais c'était complètement invérifiable et surtout infondé. C'est quelque chose qui ne tient pas sous la logique. Et je me disais, mais c'est incroyable comment est-ce que les gens manquent à ce point de sens critique. On est prêt à suivre n'importe qui. Pourtant, l'enseignement du Bouddha est très clair. Ne croyez jamais ce que je vous dis. Vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. Vous devez remettre en question mes propres enseignements. Et les gens n'ont pas ce sens critique. Et on est dans une espèce d'adhésion aveugle. On se contente de croire. Et je me rends compte, même dans les stages, je vois comme les gens aiment croire, ils ont envie de croire. Je veux dire, mais moi, je veux pas que vous entriez là-dedans. Moi, j'ai pas envie que les gens se mettent Bruno, fantastique. Je déteste ça. Et les gens doivent être libres. Soyez libres. Soyez autonomes et prenez le temps. Prenez le temps de méditer, de réfléchir, d'aller voir par vous-même. Et si vous ne pouvez pas le vérifier, mettez de côté. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a aujourd'hui, je suis impressionné et personne y croit vraiment dur comme fer. Et ça me fait penser à la personne, vous savez, dans quelque chose qui a beaucoup raconté dans le développement personnel, cette personne qui a été enfermée dans un wagon frigorifique. C'est un ouvrier qui réparait les wagons frigorifiques, qui s'est retrouvé enfermé dans un wagon frigorifique. Rien d'étonnant, le lendemain, on le retrouve mort de froid. Sauf que le wagon n'était pas branché. Il était tellement convaincu qu'il allait mourir de froid qu'il est mort de froid. Donc vous voyez comment on arrive à se persuader. C'est pour ça que les gens après me disent « Oui, mais ça marche, il y a des choses qui se passent. » Oui, c'est vrai. c'est vrai. Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous créez la réalité dans laquelle vous êtes. Et c'est sans arrêt. Mais vous avez aussi la liberté de ne pas croire, de ne pas adhérer et d'être libre. Et après, vous faites ce que vous voulez avec votre pensée. Comme disait Barbarin, il avait parfaitement raison, cet auteur, il disait « Tant qu'à penser, autant penser heureux ». Donc, c'est pas plus mal. Mais ne vous contentez pas, c'est fantastique que les gens manquent de sens critique, c'est incroyable. Et il y a des auteurs aujourd'hui connus, très connus, je ne vais pas les citer parce que demain, je vais recevoir pléthore de mails, mais quand on a cette connaissance, quand on a la méditation, qu'on a suffisamment, on se rend compte qu'ils racontent des balivernes, que ça ne tient pas la route. Et je me dis, ils ont des millions d'adeptes. Et je me dis, il y a des millions qui se contentent de croire, sans vérifier.
c'est quelque chose de fantastique. Il y a un manque cruel de sens critique, parce que je pense aussi que derrière, il y a de la paresse, parce que c'est tellement plus facile de croire que d'aller vérifier par soi-même. On est d'accord? Donc voilà. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà partis, ceux qui préfèrent croire. Mais comme disait Chimère Bocce à une journaliste qui était venue le voir, qui lui avait demandé en quoi croyez-vous, il lui a dit je crois en tout et je ne crois en rien, je suis un homme libre. Donc soyez des êtres libres. Soyez libres de croire ou de ne pas croire, mais ayez conscience que, voilà, comme disait Prajnanpad, seuls les crustacés et les imbéciles adhèrent. Donc ne soyez pas des crustacés, soyez des êtres libres. Complètement libres, et de voir par vous-même, de vérifier par vous-même, d'avoir cette liberté. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On va pratiquer. Maintenant, on va passer à la méditation. Je vous propose de reprendre notre classique donner-recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous suivez le courant, vous verrez, vous laissez venir ce qui veut bien venir. Si vous sentez des choses, c'est très bien. Si vous ne sentez pas, c'est pas grave. Ça vient avec la pratique. Soyez juste ouverts à l'expérience et puis vous verrez que tout ira très bien. Voilà. On va commencer par la petite méditation, la prière de motivation. Avec moi, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres, que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, prenez vraiment le temps de vous installer confortablement. Soyez aussi à l'aise que possible. Voilà, prenez vraiment, soignez votre position. Je vois trop souvent dans les stages, notamment, les gens se contraignent à des positions qui les font souffrir et ça gêne vraiment la méditation. Donc prenez le temps. Ne soyez pas avachis, par contre. Ne soyez pas affalés dans un canapé ou soyez vraiment, essayez d'avoir quand même le dos droit. Vous voyez, personnellement, j'utilise pas le dossier. Je suis juste là, assis, devant vous. Voilà, et là vous pouvez déjà vous poser. Dès que vous avez une position correcte, votre corps est assis là où vous êtes. Et vous pouvez englober cet espace que vous occupez, que votre corps occupe là où vous êtes. Soyez juste là où vous êtes, posé, tranquille, et laissez déjà la tranquillité s'installer. Pour ça, vous n'avez rien à faire, juste revenir, avoir simplement conscience de votre corps, de l'espace qu'il occupe là où vous êtes, de toutes les manifestations qui se produisent en lui. Au moment où je vous parle, et en permanence pendant toute la durée de votre vie, des échanges se produisent. En une fraction de seconde, ce sont des milliards d'échanges d'informations qui se produisent pour maintenir votre corps en équilibre et en santé. Un équilibre malheureusement souvent perturbé par nos habitudes, nos choix aussi, perturbé aussi par les stress, les émotions que nous vivons. Ayez conscience de votre corps, de cette vie extraordinaire qui se produit. Et vous pouvez être là simplement présent à vous-même, présent, libre,
est détendu. Vous pouvez en profiter pour d'ailleurs relâcher toutes les parties qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez, comme votre front, vos yeux, vos épaules, le ventre aussi, comme ça vous permettez à la respiration de se faire librement, sans contrainte. Ça respire en vous. Voilà, soyez juste présent à vous-même. Juste là, c'est déjà un acte d'attention, de bienveillance à l'égard de vous-même. D'ailleurs, tout en relâchant le front, les yeux, vous pouvez permettre à vos pensées de se produire plus librement, de retrouver un état naturel. Et vous pouvez voir ainsi que vos pensées s'apaisent, faute d'être alimentées. Vos pensées s'apaisent, se calment, se tranquillisent, en étant simplement présent à vous-même. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments peuvent trouver ici un rythme plus naturel, plus tranquille, plus paisible. Soyez juste là, présent. Et si vous avez l'impression de perdre le fil, revenez là où vous êtes. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre souffle, votre respiration qui se fait toute seule. Librement, naturellement, ça respire en vous. Ça respire tout seul. Votre corps respire tout seul. Laissez faire. Laissez être. Et je vous laisse quelques instants en silence pour goûter à cette tranquillité. Goûtez à cette tranquillité, à cette sérénité qui est inhérente à votre esprit. Lorsque les pensées sont apaisées, vous pouvez percevoir cette tranquillité bienfaisante se manifester et émane de votre véritable nature. Et dans cette ouverture d'esprit, vous allez laisser émaner de vous cette bienveillance qui est en vous-même,
cette bienveillance, cet amour, cette compassion pour vous aider, surtout pour les nouveaux. Essayez d'imaginer que vous êtes comme une fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum. Et imaginez que ce parfum, c'est le parfum de la bienveillance, de l'amour, de la compassion que vous laissez émaner de vous. Même si vous ne le sentez pas, faites comme si. Essayez d'imaginer simplement. Et à chaque expiration, essayez d'imaginer que vous emmenez tout cet amour, toute cette compassion, toute cette bienveillance en vous-même, d'abord au niveau de votre corps, au cœur même de vos cellules. Essayez d'imaginer, si cela peut vous aider, vous pouvez même imaginer comme une lumière qui entre en vous-même, qui émane de vous et qui entre en vous-même. Votre souffle est un peu comme le souffle du vent qui vient porter ce parfum de la bienveillance et qui se répand dans tout votre être, dans tout votre corps d'abord, et ensuite dans tout votre être, au cœur même de vos cellules et au plus profond de vos structures psychiques. Vous répandez cette bienveillance, cet amour en vous-même. Et à chaque inspiration, vous allez imaginer que vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, et vous l'amenez dans votre cœur. Votre cœur est comme un puits de lumière dans lequel peut se dissoudre tous ces obscurcissements mentaux. Vous n'êtes pas affecté par cette négativité, au contraire, vous l'accueillez avec joie, avec bonheur, et vous l'emmenez dans votre cœur où elle peut se dissoudre. À chaque expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance dans tout votre être, dans tout votre corps, et à l'inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux que vous amenez dans votre cœur, dans ce puits de lumière où cette obscurité, ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Je vous laisse quelques instants en silence. Prenez tout le temps nécessaire pour prendre soin de vous, ainsi d'avoir cette bienveillance à l'égard de vous-même. Et maintenant, nous allons faire donner et recevoir sur les autres. Maintenant qu'on a pris soin de soi-même, on va pouvoir prendre soin des autres. Donc vous allez faire exactement la même chose. Vous allez vous ouvrir et laisser émaner de vous cette bienveillance, cet amour, cette compassion que vous répandez tout autour de vous. D'abord, évidemment, les personnes les plus proches, dans votre environnement direct, et vous étendez cette bienveillance tout autour de vous. Vous pouvez aussi englober tous
toute la maison. Si vous êtes dans un immeuble, essayez d'imaginer les voisins qui sont dans leur appartement et vous les faites entrer dans le champ de votre bienveillance. Et vous étendez au quartier, à la ville, au pays. Et vous donnez ainsi tout votre amour, toute votre bienveillance à toutes les personnes qui font partie peut-être même de ce pays, en leur souhaitant d'être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et de la même façon, à l'inspiration, vous allez accueillir leurs propres obscurcissements mentaux. C'est comme si vous leur disiez « Donnez-moi tout ça, vous n'en avez pas besoin. » Et vous amenez tous ces obscurcissements mentaux dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière dans lequel cette obscurité va se dissoudre. Vous n'êtes pas affecté par cette négativité, au contraire. Vous l'accueillez avec joie, avec bonheur, sachant que vous libérez vos frères et sœurs humains. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez tous ces obstacles. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Nous allons faire donner et recevoir sur l'univers. Vous faites exactement la même chose, mais sur tout l'univers. Imaginez tous les êtres de tout l'univers et vous envoyez tout votre amour, toute votre bienveillance de la même façon. Vous laissez émaner de vous et vous envoyez tout cet amour partout dans tout l'univers et à l'inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres et vous le faites avec joie, avec bonheur, sachant que vous êtes en train de dissoudre tous ces obstacles. C'est un merveilleux acte symbolique. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder.
tout en gardant cet état d'être, cet état d'esprit. Vous allez pouvoir interrompre votre pratique. Vous pouvez voir ce qui est intéressant avec toutes ces étapes de cet exercice. Vous pouvez les rallonger à souhait ou les raccourcir selon le temps dont vous disposiez. C'est vraiment une pratique excellente. Voilà, infiniment merci. Merci du fond du cœur. Nous sommes, voilà, je parle au nom de l'équipe évidemment, nous sommes vraiment très heureux de vous savoir là, d'être toujours présents. On se retrouvera je le rappelle, petit rappel, tous les premiers dimanches du mois, c'est en direct. Sauf exception, s'il y a un stage, si on est pris, enfin bon bref, mais en général c'est relativement respecté. Le reste c'est en replay, mais ce n'est pas parce que c'est en replay qu'il ne faut pas venir, parce que c'est un bon moyen de maintenir la pratique. Souvent on a besoin de repères comme ça. Rappelez-vous encore, gardez votre sens critique, ne vous contentez pas d'adhérer simplement aux choses comme ça. Allez vraiment toujours vérifier par vous-même. Et pour terminer, encore une fois, merci, vraiment merci du fond du cœur pour votre présence, pour vos dons qui nous aident vraiment beaucoup. Merci d'être là, merci de votre implication dans cette démarche. Passez une excellente soirée, un excellent dimanche, pardon.